Voilà, bonjour. Bienvenue à toutes et tous pour ce troisième SGANX. On reçoit aujourd'hui Daniel Favre, qui vient nous parler d'incertitude et plus précisément d'éducation à l'incertitude. Voilà, comment on peut apprendre à mieux accueillir toute cette incertitude qui nous entoure. Euh, voilà, Daniel, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je vous laisse la main pour le partage d'écran et puis Oui, alors, une première présentation. Et vous avez en bas pour les participants Q et R, un petit onglet Q et R dans lequel vous pouvez poser vos questions. Voilà. Vous ne voyez pas ensuite votre question qui apparaît, mais moi je la vois bien. Et puis je la poserai, je poserai vos questions à Daniel au cours de la présentation ou à la fin. Voilà, merci c'est à vous. Maël. Je fais le partage d'écran alors. Ouais, ouais, c'est parti. Nous y voici. On change de titre. Parfait. Voilà. J'espère que tout le monde voit bien le PowerPoint. Ouais, ouais, on voit bien. Et c'est donc une sorte de plaidoyer pour éduquer à l'incertitude, sachant que notre cerveau est complètement préadapté à gérer l'incertitude, à la réguler. En revanche, on a beaucoup plus de mal avec l'incohérence, ce que je vais essayer de vous montrer. Et je voulais vous parler pour commencer d'une communauté humaine originale. Souvent, on ne la présente pas comme ça, mais j'ai envie de vous la présenter comme ça. C'est la communauté scientifique, puisqu'elle ne tient pas compte des frontières, elle ne tient pas compte de la couleur de la peau, des âges, des opinions politiques ou religieuses. Ce qui va faire le point commun, ce qui relie les personnes dans cette communauté, c'est une intention commune qui est celle d'objectiver le réel par la critique continue des résultats et des modèles. Alors, ça, c'est l'intention commune. Maintenant, en réalité, il peut y avoir toutes sortes de, de conflits, de disputes, de coups bas, mais il n'empêche que ce qui fait son originalité, c'est que chacun dans cette communauté est appelé, est amené, est invité, il est mandaté à critiquer le travail des autres. C'est d'ailleurs ainsi que le travail scientifique est validé dans les publications, quand il a franchi la barrière de la critique des autres. Ça ne veut pas dire que le travail qui est publié ne mérite plus de critique, ça veut dire que les gens qui l'ont lu et relu jugent qu'il est publiable, qu'il mérite de figurer dans cette communauté. Donc, c'est une communauté intéressante puisque elle ne va pas dégénérer en guerre, en meurtre ou en génocide. Et je vous invite maintenant à voir comment elle a démarré, cette communauté, quelle est son origine. Karl Popper, qui est un épistémologue, a trouvé un événement fondateur, et je suis entièrement d'accord avec ses arguments. Au VIe siècle, avant Jésus-Christ, à Milet, dans une colonie grecque d'Asie mineure, il va y avoir une relation pédagogique marquante, déterminante, entre le maître Thalès, le papa des théorèmes qui nous ont peut-être persécutés en classe de quatrième, et un de ses élèves, Anaximandre. Jusque-là, la légende dit que, la tradition orale en tout cas, la tradition orale dit que les élèves se taisaient, ils écoutaient parler le maître. Et là, il y a un coup de théâtre. Anaximandre, un des élèves, va critiquer son maître. C'est la réponse de Thalès qui surprend. Au lieu de le mettre dehors, ou de le faire taire, il va dire « c'est intéressant ». Et plus encore, il lui donne un ordre, comme il est un maître, ça passe bien, il dit un ordre « continue ». Donc là, on assiste à un changement de valeur, de, de mode de rapport au savoir, à l'autorité également, puisque plus d'intérêt
est manifestée pour la critique qui déconstruit le discours, plutôt que de conserver le discours sous forme de certitude. Donc, ce qui permet de progresser, de faire progresser la pensée, va être jugé plus intéressante que de conserver les connaissances de manière immuable. Et selon Karl Popper, la science et la philosophie vont naître dans cet échange. Et il va y avoir toujours dans les écoles ioniennes le disciple qui critique le maître. Ça va devenir une tradition. Plus tard, la philosophie et la science vont se séparer, mais on peut constater que ce qui fait avancer l'une et l'autre, c'est la pensée critique. Alors, quelle motivation peut faire accepter ou rechercher la critique? Autrement dit, qu'est-ce qui s'est passé chez Thalès pour qu'il puisse dire c'est intéressant? Alors, si un être humain peut accepter la critique qui dérange, qui diminue sa sécurité cognitive, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on n'aime pas trop les critiques, c'est nécessairement parce qu'il existe en chacun de nous une seconde motivation. Une seconde motivation qui nous pousse à explorer, à innover et à comprendre, comme l'ont fait certains, comme j'ai juste mis deux noms, Archimède et Mercury, qui sont caractérisés pour justement suivre cette seconde motivation qui les amène à explorer. Mais on peut également constater que des individus peuvent aussi, obéissant à une troisième sorte de motivation, s'accrocher très très fort à leur certitude, au point que cela peut devenir très dangereux de les critiquer. Alors, quelles pourraient être ces trois sortes de motivation? La première, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que le modèle que nous utilisons avec trois systèmes de motivation a été élaboré et utilisé pour nos recherches sur la violence et les liens entre la violence et l'échec scolaire. Ça présente un modèle d'un être humain qui est beaucoup plus complexe, avec trois systèmes de motivation antagonistes et complémentaires, que généralement le modèle courant des motivations, qui est le modèle comportementaliste à base de carottes et de bâtons. Et c'est souvent celui-ci qui est utilisé à l'école, puisqu'on continue à dire des bonnes notes et de mauvaises notes. Ça veut dire que c'est le modèle dominant, implicite, des motivations humaines. Donc, dans ce modèle avec trois systèmes de motivation, je vais commencer par la première, la motivation de sécurisation, qui nous fait nous sentir à l'aise, nous sentir bien dans les situations déjà expérimentées, déjà connues, et que nous avons reconnues, expérimentées comme sécures. On sent sécurité. Donc, elle nous fait ressentir comme attirant le connu et le maîtrisé, et c'est perçu comme agréable le fait que deux personnes pensent comme nous, confortent ou valident notre point de vue, et tout cela nous place en référence externe. Donc, dans ce que je vais vous dire ce matin, cette motivation de sécurisation, vous pouvez la ressentir chaque fois que vous partagerez le point de vue que je vous présente. Inversement, toute exploration, adaptation, tout apprentissage, c'est codé comme ça dans notre cerveau, nous fait ressentir de l'anxiété, un ressenti qu'il faut dépasser pour aller plus loin, pour apprendre, pour innover, pour explorer et pour critiquer. La deuxième motivation, qu'on a appelée motivation d'innovation, elle est complémentaire de la première. Quand nous sommes en sécurité, quand tout se passe sans inattendu, nous commençons à ressentir une frustration liée à la répétition, liée à la routine. Et on a envie de dépaysement, on a envie d'exploration, on a envie de résoudre des problèmes nouveaux. Une philosophe présocratique était Cléobuline. Et elle avait beaucoup de succès en Grèce parce qu'elle inventait des énigmes. Et à cette époque,
On se faisait comme cadeau des énigmes de Cléobuline. Des énigmes sans la réponse, bien sûr. On va avoir aussi du plaisir dans cette motivation à rencontrer des gens qui ne pensent pas comme nous, qui pensent différemment de nous. Comprendre devient ainsi un plaisir et un besoin qui s'engendrent mutuellement. On a besoin de comprendre, et le besoin de comprendre engendre le désir de comprendre. Et cette fois-ci, nous sommes placés en référence interne. Le plaisir vient directement de notre activité. On n'a pas besoin de l'autorisation ou de la reconnaissance des autres. Le plaisir est aussi plus intense quand cela nous a demandé un effort, du temps, de l'implication personnelle nécessaire pour réussir tel apprentissage ou résoudre un problème, et pour construire une pensée critique qui n'existait pas auparavant. On constate que SM1 et SM2 sont complémentaires. Il faut être un minimum en sécurité pour oser prendre le risque de l'apprentissage, c'est-à-dire de la déstabilisation cognitive et affective. Il faut sentir aussi un minimum en sécurité, et on y reviendra, pour accepter la critique. Alors, s'il n'existait que ces deux systèmes de motivation, ce serait simple, un peu trop simple d'ailleurs, parce que suffisamment en sécurité, on aurait tous envie d'apprendre, et donc le métier d'enseignant, de parent, d'éducateur serait terriblement ennuyeux. Heureusement, dans notre cerveau, il y a la possibilité pour avoir une troisième façon d'avoir du plaisir, qu'on a appelée la motivation de sécurisation parasitée ou d'addiction. Celle-ci, pour se la représenter rapidement, elle correspond à une caricature, une hypertrophie de la motivation de sécurisation. L'anxiété, qui n'est pas toujours consciente, et c'est là le problème d'ailleurs, devant une situation nouvelle, pouvant déstabiliser nos représentations, cette anxiété devient insupportable, angoissante, et elle doit être évitée à tout prix. Donc, on va conserver le statu quo, on va rester accroché à nos représentations, et SM1, P et SM2 sont antagonistes, puisque le premier vise à que rien ne change, tandis que le second vise à explorer, à apprendre et à remettre en question ce qu'on pense déjà. Sous l'effet de cette motivation d'addiction, nous allons nous attacher affectivement à nos idées, à nos croyances, à nos préférences, qui deviennent des vérités immuables, et naturellement considérer comme ennemis ceux qui peuvent la critiquer et les faire évoluer. L'addiction aux certitudes qui en résulte peut nous rendre dangereux pour les autres et pour nous-mêmes. Quelques attentats nous ont montré à quel point des personnes peuvent être attachées à leurs idées et les défendre de manière dangereuse. Alors, effectivement, j'aimerais vous parler un petit peu du risque de l'addiction aux certitudes. J'en ai fait un bouquin en 2013, avant les attentats de Charlie Hebdo, et je voulais simplement vous montrer que l'apprentissage, comme l'avancement de la science, implique qu'on se déplace entre deux pôles. Pour apprendre quelque chose de nouveau, je dois déstabiliser ce que je pense déjà. Donc, c'est un mouvement dans ce sens-là. Puis, quand je me suis bien approprié, je stabilise à nouveau. Donc, on navigue entre ces deux pôles. Si on regarde comment avance la science, il y a quelqu'un qui apporte quelque chose de nouveau, qui remet en question ce qu'on savait déjà. Puis, au bout d'un moment, la science se normalise, comme dirait Thomas Kuhn, elle devient une science normale jusqu'à ce que de nouveaux chercheurs déstabilisent le paradigme scientifique du moment. Et on a une sorte de respiration qui est à peu près celle de l'apprentissage. Je déstabilise, je stabilise. Donc le problème, c'est si on stabilise trop. Si les connaissances sont trop stabilisées, on va être tenté de s'appuyer dessus, effectivement, et on va avoir besoin de leur stabilité. Si on a besoin effectivement de leur stabilité,
on ne peut plus supporter de les remettre en question, donc la critique devient insupportable. Et du coup, les idées vont nous posséder. Et nous perdons notre statut de sujet, parce qu'à ce moment-là, on rentre dans une sorte de transe hypnotique. Je regarde juste l'heure, c'est fait. Qu'est-ce que sont les transes hypnotiques? Et je voudrais vous parler un petit peu des transes hypnotiques collectives. Alors, pour d'abord avoir une idée de la transe hypnotique, collective ou pas, il faut d'abord comprendre l'impact des émotions telles que la peur ou le désir sur la pensée. Il y a une possibilité de transe hypnotique à partir du moment où, personnellement, on croit être complètement rationnel, on croit être complètement objectif, c'est-à-dire on a minimisé, dénié, ignoré les effets des émotions sur la pensée et réciproquement. Les références à cela, on peut se reporter à mon bouquin en 2013, mais ça vient de Catry, qui a parlé, à mon avis, le premier de la transe et des hypnotiques collectives. Et il y a une traduction en français qui a été faite par le Souffle d'Or. Le titre, c'est « Seriez-vous sous influence? Retrouvez votre vraie identité ». La principale parade pour sortir d'une transe hypnotique collective, c'est la mise en acte de notre esprit critique. Mais cela demande un effort, c'est-à-dire qu'on puisse mobiliser son SM2, la motivation d'innovation, d'abord pour détecter les incohérences. C'est le premier signe, d'ailleurs, les gens qui ont été dans une secte et qui en sont sortis, la première chose qui leur a permis d'en sortir, c'est de voir qu'il y avait des incohérences. Avant, ils ne les voyaient pas. La transe était tellement forte qu'ils ne voyaient pas les incohérences. Là, le premier signe, c'est de pouvoir détecter les incohérences, croiser les données, vérifier les sources. Et ça demande un investissement soutenu dans la pensée non dogmatique, afin de pouvoir rester sans que ça soit inconfortable, dans l'incertitude, avec des questions, et pouvoir faire la distinction avec la pensée complotiste, donc pouvoir distinguer la pensée critique et la pensée complotiste, où là, en SM1P, on va retrouver d'autres certitudes. Et ce n'est pas donc le monde des questions. Donc on verra, et j'espère avoir assez de temps pour le montrer un peu plus, que la distinction entre la pensée critique et la pensée complotiste, c'est que ce n'est pas le même système de motivation. Pour comprendre cela, je vais vous faire une toute petite visite du cerveau avec ces deux flèches qui représentent ici des fibres nerveuses qui existent biologiquement, qui relient les lobes frontaux, qui sont la partie naturellement plus consciente, dont le fonctionnement est plus conscient, en tout cas, et le cerveau affectif émotionnel, qui est à l'origine de tous nos ressentis affectifs, émotionnels, y compris ressentis corporels. Ce qu'il y a sur ce schéma que j'attire votre attention, c'est le signe moins dans chaque cas, ce qui veut dire que les lobes frontaux ont la possibilité d'inhiber nos émotions, mais nos émotions ont aussi la possibilité d'inhiber les lobes frontaux. Et l'origine de la transe, elle est là. C'est-à-dire que si on ne reste pas en contact conscient avec notre cerveau affectif émotionnel, et non pas seulement se dire quand on est très en colère ou très triste, de dire je suis en colère ou je suis triste, que ce serait le moment où l'émotion devient consciente, mais ce dont je parle ici, c'est de rester en contact avec nos émotions. Les émotions ont la possibilité biologique d'inhiber les lobes frontaux. Alors ça peut se faire de manière très partielle, et la transe hypnotique, c'est quand ces émotions-là viennent limiter le fonctionnement des lobes frontaux et peut nous amener toute une foule à penser la même chose, à être subjugué, par exemple, quand un Adolf Hitler crie ces trois mots-là, Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer, avec mon accent allemand, qui permet donc de reconnaître
ce que ça voulait dire. Et à ce moment-là, il y a des gens qui étaient des témoins de l'époque qui ne rentraient pas dans la transe. Et ils disaient, j'aurais bien aimé me fondre dans la foule, penser comme les autres, mais j'entendais que des absurdités. Voilà, c'est la différence entre quelqu'un qui est pris par la transe et quelqu'un qui en sort. Et une manière d'agir comme ça, c'est avec nos frontaux de pouvoir contrôler aussi les émotions et pas les laisser grandir, pas devenir trop fortes en nous. C'est-à-dire quand je vois une émotion comme le désir ou comme la peur devenir trop puissante, je peux, si je suis conscient d'avoir peur, je peux inhiber cette peur. Voilà ce que nous indique ce schéma. Et naturellement, cette disposition biologique, c'est une liberté potentielle si on a l'éducation qui nous permet de nous autoréguler, et cela dès le plus jeune âge. Alors, la pensée non dogmatique, je vais essayer de vous la décrire par rapport à la pensée dogmatique avec cette vidéo, cette image-là qui est mal foutue. Je vais rajouter des choses. J'ai passé 1 heure hier pour essayer de la mettre comme il faut à jour, mais je ne suis pas arrivé. Et je montrais la différence qui existe entre la pensée dogmatique et non dogmatique, c'est-à-dire entre le pôle de stabilisation de la connaissance et le pôle de déstabilisation des connaissances. Il y a 4 postures. La première, c'est de la navigation entre passage, message implicite et message explicite, entre les idées affirmées comme des certitudes et les hypothèses et les questions. Et vous voyez, ce qui rend un article scientifique souvent ennuyeux, c'est justement parce qu'il est trop explicite pour le lecteur. C'est-à-dire, ça donne trop de détails avant d'arriver à l'idée qui nous intéresse. Mais naturellement, si on est trop dans l'implicite, alors on peut se mettre d'accord, mais on se met d'accord sur une sorte de vide conceptuel. La pensée dogmatique, elle a tendance à affirmer les choses comme des certitudes. Donc, on voit beaucoup de choses qui sont affirmées au présent de l'indicatif, avec le verbe être. Alors que le conditionnel, le questionnement, les hypothèses, les modèles approximatifs et provisoires font partie de la pensée non dogmatique. Troisième posture, celle qui concerne comment on administre à la preuve, et on aura, décidément, beaucoup de généralisations abusives dans la pensée dogmatique. Autrement dit, tout ce qui colle avec notre pensée sera retenu, alors qu'ici, au contraire, on cherche des contre-évidences et on va chercher le domaine, le contexte dans lequel ce qu'on dit est référencé. Et quatrième posture, on va être dans la projection de nos émotions ici et dans la réflexion de nos émotions ici, c'est-à-dire ici, je prends en compte ce que je ressens, ce que je pense, ce que je ressens en termes de désir, en termes de peur, et quel impact ça a sur ma pensée. Alors qu'ici, je vais projeter mes émotions, on va dire à autrui, tu me gonfles, message tu me rends heureux, tu m'irrites. Et ici, on va dire, je sens que je commence à m'irriter quand tu dis cela ou ceci. Alors, la pensée scientifique, quand elle est dans la phase de déstabilisation et non pas dans la phase de science normale, elle passe par la pensée non dogmatique, avec beaucoup de précautions justement pour prendre en compte la subjectivité. Mais dans la science actuelle, je vais vite parce que j'ai peu de temps, je cite Richard Horton, qui est l'éditeur de The Lancet, The Lancet qui a publié récemment des choses qui étaient complètement erronées, qui dépendaient justement de gens corrompus par l'argent. Il devrait y avoir un jour un procès. Je ne sais pas si ce procès nous dira tout. Mais en tout cas, ce qui est arrivé en 2020, le Richard Horton l'avait déjà prévu. Il nous avait prévenu. Il nous a dit qu'actuellement, il y a beaucoup de productions scientifiques qui sont erronées. Il parle de la moitié. Et parmi les choses qui sont à l'origine
ces erreurs, il parle des conflits d'intérêts flagrants en 2015, avec l'effet de la mode aussi, qui font que certaines recherches sont abandonnées parce qu'elles ne sont plus à la mode, tout simplement. Quand j'ai commencé la recherche en neurosciences, les gens qui faisaient appel à des crédits de l'industrie privée étaient constitués comme des gens qui se prostituaient. Il fallait utiliser que les ressources mises à notre service par l'État. Et quand j'ai commencé, on avait reçu un produit qui était celui qui se trouve dans un médicament appelé Vogalène, qui est toujours en vente. Et le laboratoire nous avait demandé de voir, il voulait faire un antivertigineux. Et comme on travaillait sur le système vestibulaire, il nous demandait de vérifier que ça avait bien un effet antivertigineux. Nous, on n'a pas vu que ce produit faisait plus d'effet que de l'eau distillée. Donc, on a rendu ce rapport négatif et on n'a plus jamais eu de commande de la part de ce laboratoire. Et peu à peu, la part financière des industries privées ont pris de plus en plus de place dans nos recherches. Donc, à un moment donné, c'est normal que la science actuelle puisse dériver. Mais c'est à nous aussi de développer notre esprit critique, parce que sinon, qui croire? Alors, j'ai pris 2 exemples. Un du Dauphiné libéré, publié le 15/11/2020, et un autre qui est publié dans Le Monde. Ça parle de la même chose, de la Suisse romande et du Covid. Dans un cas, ça n'empire plus, ça se calme, on est à un tournant. Et dans l'autre, la deuxième vague ravage la Suisse romande à 24 heures d'intervalle. On voit donc qu'on a une terminologie qui est celle qu'on pourrait utiliser pour la peste noire au Moyen-Âge. Donc c'est difficile de se prendre plein pot des incohérences comme ça. On peut être très mal. Et d'être très mal, ça peut ne pas favoriser l'apprentissage des élèves. Donc, ce que je prône en ce moment, c'est de développer le modèle avec les 3 systèmes de motivation et pour montrer qu'on peut s'en sortir de cette incohérence en devenant plus habile avec la pensée non dogmatique et naturellement en stimulant le SM2. Alors, il y a des gens qui, depuis déjà pas mal d'années, commencent à se dire mais comment ça se fait que la désinformation, elle fonctionne autant? J'ai mis en référence cet article de 2012 parce que je le trouve très intéressant et il met en évidence 2 choses. Premièrement, on se rappelle peu, on est amené à vivre dans un présent quasi quotidien. Et deuxièmement, il y a une sorte de paresse cognitive qui est entretenue. Et si on insiste pour essayer de rectifier l'information, ces chercheurs disent que les personnes s'accrochent encore davantage à leurs croyances, ce que j'ai essayé de montrer pourquoi dans les diapos précédentes. La paresse cognitive expliquerait, par exemple, pour ces chercheurs, pourquoi W. Bush a été réélu en 2004 alors qu'il avait donné plein de signes comme quoi il mentait, il dysfonctionnait, il n'était pas à la hauteur. Alors, je prends un petit exemple, puis après je vais passer à la conclusion. On a dit que sur Internet que le 27 février 2018, il avait neigé sur les pyramides pour la première fois depuis 112 ans. Et on avait même mesuré 15 cm de neige sur les pyramides. Je vous ai mis la photo en question. En fait, il n'a pas neigé au Caire. Et c'était tout simplement, il suffisait d'aller regarder la météo et voir les températures. Et au moment, sur le matin, là où il fait le plus froid, à la fin de la nuit, il faisait 15 degrés, avec un maximum à 21 degrés. Donc, vous voyez que là, ce n'est pas très compliqué. Et puis, qu'il neige ou qu'il neige pas au Caire, on n'est pas égyptien, on n'est pas très engagé
affectivement avec cette connaissance, on est prêt à la remettre en question. Mais vous voyez quand même, elle a été diffusée 60 000 fois, ce message, et c'est l'idée que en faisant ça, on prend ça comme une certitude, et hop, on l'envoie à d'autres personnes. On se sent important en faisant cela, et ça peut activer le SMMP. Alors, je propose un plaidoyer, donc, en conclusion, pour éduquer à la complexité et à l'incertitude dès le plus jeune âge. Et si on s'entraîne avec les 4 postures que j'ai brièvement décrites, trop brièvement d'ailleurs, on accélérerait la formation scientifique des futurs citoyens. Et du coup, on aurait des citoyens qui rechercheraient avec confiance la critique pour avancer. Et dans mon expérience d'universitaire, de chercheur, j'ai trouvé que souvent cette recherche avec confiance de la critique, elle arrivait tardivement chez les adultes. Il s'en suivrait un intérêt de poids pour moi qu'apprendre ferait moins peur, puisque chacun aurait eu l'occasion de développer une nouvelle sécurité cognitive dans l'aptitude dynamique servie par la plasticité cérébrale. On a un cerveau qui est prééquipé pour ça, à pouvoir modifier ses représentations tout au long de la vie. On a l'équipement, mais très vite, on se met à avoir peur de l'erreur, peur de la critique. Et c'est dommage. C'est ce que j'essaie de vous dire ce matin. Autre point, un enseignement présenté de manière moins dogmatique, ou trop dogmatique, pardon, risque d'engendrer des représentations ensuite difficiles à déstabiliser. Si on dit trop fort que pour une soustraction, le plus grand nombre doit toujours être placé en premier, alors là, on est en train de créer des difficultés pour les profs de maths au collège quand ils voudront aborder les nombres relatifs. Une éducation scientifique qui comprendrait l'apprentissage de la pensée non dogmatique peut constituer donc un garde-fou efficace pour résister aux emprises, pour prévenir l'attrait pour le fondamentalisme et le fanatisme. Il y a une femme qui disait ma fille, elle a eu le bac S avec mention, elle jouait du violon, je n'ai vraiment pas compris pourquoi elle est allée en Syrie. Attrait qui a tendance, comme on le voit de nos jours, à augmenter quand survient une crise. On s'accroche plus aux certitudes. Et je terminerai en disant que former les citoyens responsables de demain consiste ainsi à donner aux élèves d'aujourd'hui les moyens de s'autoréguler par un entraînement à la pensée complexe et non dogmatique. On ne peut pas voir l'une sans l'autre. Et comme un sujet en devenir avec 3 systèmes de motivation, on va avoir des comportements imprévisibles. Et comme un sujet qui a appris à s'autoréguler résiste mieux aux emprises, il peut s'extraire plus facilement des transes hypnotiques collectives et dépend moins de l'extérieur pour se sentir en sécurité dans un monde où règne l'impermanence. Et pour éviter de trop dogmatiser et ainsi de pouvoir apprendre tout au long de la vie, une proposition, vous m'avez senti venir, c'est donc éduquer à l'incertitude. J'ai quelques diapos en réserve, j'en ai 3 en réserve. S'il y avait des questions, je m'en servirai peut-être si ces 3 diapos répondent aux questions qu'on pourrait me poser. En tout cas, je vous remercie pour votre présence attentive, j'espère, et vos commentaires si je peux en avoir. Ben, merci beaucoup. C'est très dense. Il y a déjà des questions. Moi, j'en avais une juste d'explicitation sur le lien, parce que vous êtes passé un peu vite sur le lien entre paresse cognitive et la réélection de Bush. Si j'ai bien compris, on a un Bush qui fait plein de mensonges, voilà. Mais le lien, ce serait que personne ne va vérifier, c'est ça vraiment? Personne ne va vraiment creuser Oui, pour. C'est ça la paresse? on écoute ce qu'il a à nous dire, on oublie qu'il a menti, qu'il a fait n'importe quoi, etc., et qu'il n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attend d'un président. Mais remettre en question ce qui est dit dans le présent va demander un effort, en disant, mais là, il a fait le contraire de ce qu'il dit pour se faire réélire, là. Donc, aller vérifier, aller faire des recoupements,
voir qu'il y a une incohérence par rapport à ce qui a été dit dans le passé. Voilà, c'est cette paresse cognitive qui serait là. Ok. Et elle nous fait rester dans un petit confort. Ce n'est pas, la motivation de l'addiction, c'est simplement le confort du SM1. Je suis dans le connu, bon, il a une bonne tête, allez, je l'écoute, je ne me fatigue pas. Hmm. Et ce que j'aimerais, c'est qu'à l'école, on ait le goût de se fatiguer justement pour aller vérifier, croiser, pas tout gober. Ok. Et sinon, deuxième question, quand vous parlez de pensée dogmatique hein, en le mettant dans le SM1, ça lui donne une connotation un peu négative, mais on est d'accord qu'elle est nécessaire. C'est-à-dire que Oui, c'est sinon, on est sur des nécessaire. sables mouvants permanents, quoi. On ne pouvait pas vivre ensemble si on ne partageait pas de la pensée dogmatique. Voilà, c'est C'est-à-dire, ça. c'est ce mouvement de respiration qui existe aussi en science, hein. La science normale, c'est une science dogmatique. C'est un mouvement de respiration qui va vers la déstabilisation. Je restabilise, je déstabilise, je restabilise. C'est une espèce que j'ai fait figurer par les curseurs comme ça. Et si vous voulez, l'autorégulation, elle est possible quand on a conscience que notre pensée se ferme, se dogmatise, ou au contraire qu'elle s'ouvre. C'est ça j'appelle de mes voeux pour éduquer à l'incertitude. C'est-à-dire, on n'a pas peur de l'incertitude. Encore une fois, nos ancêtres n'auraient jamais survécu si leur cerveau ne leur permettait pas de gérer l'incertain, Ah ouais. l'imprévisible. Mais en fait, c'est un peu on est quand même un peu coincé du côté de SM1, quoi. C'est un peu aussi ça. Oui, La respiration se fait pas beaucoup faute en ce moment. de pas assez aller Mhm. vers le SM2, vers l'exploration, vers la pensée non dogmatique. Ok. On a une question de Cécile qui demande, vous parliez tout à l'heure quand vous parliez des émotions et de les identifier, est-ce que identifier une émotion peut suffire pour, euh, pour éviter de lui donner trop d'importance, pour qu'elle se dégonfle, pour que... Alors, c'est la première étape, et effectivement, c'est la première étape qui va permettre de se dégonfler, si on reprend ce terme. C'est-à-dire, il faut d'abord que j'en prenne conscience. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont pas en contact, beaucoup de personnes qui sont pas en contact permanent avec leurs émotions. Donc, ils arrivent à détecter une émotion quand elle est forte, mais pas, je dirais, dans le temps éveillé qu'on a, et même pas dans les rêves, on peut le faire, de rester en contact avec ses émotions. C'est juste rester en contact. C'est pas vouloir gérer ses émotions. C'est pas vouloir les nier ou les empêcher qu'elles soient là. C'est rester en contact avec elles. Et à ce moment-là, quand elle devient plus forte, on a la possibilité de la réfréner grâce à nos lobes frontaux, la réfréner si ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon lieu, ce ne sont pas les bonnes personnes qui sont là, ou tout simplement parce que je n'ai pas décidé. Et inversement, grâce à mes lobes frontaux et cette éducation qui me permettrait de rester en contact avec ces émotions, je peux la laisser m'envahir, prendre complètement toute la place. Je pense à quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps, je suis allé à ses obsèques. Si je pense à cette personne-là, j'ai la tristesse qui monte en moi, mais je suis en train de vous parler, donc je vais le bloquer. Je ne la laisse pas prendre toute la place. Sinon, je vais éclater en sanglots devant vous. Là, c'est pas le moment, c'est pas le bon contexte. Mhm. Mais si je ne suis pas en contact avec mes émotions et qu'à un moment donné, vous prononcez le prénom de cette personne, alors que l'émotion est déjà très forte en moi, clac, je ne vais plus pouvoir parler. Je vais perdre le fil de ce que je vais dire, qui est le premier signe de l'inhibition des lobes frontaux. Ok. C'est un outil de liberté. Je parle que de liberté là. Mhm. Et Ouais. de s'auto-réguler, c'est la liberté. Sinon, on va se faire posséder par les idées des autres et les émotions qu'on peut nous engendrer. Ok, c'est très clair. Euh, Thierry demande, est-ce que vous pensez que cette paresse cognitive est plus forte aujourd'hui qu'avant? Et si oui, pourquoi? Ou sinon, pourquoi aussi? C'est une question, je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre parce que je ne suis pas assez spécialiste de l'histoire. Moi, j'ai l'impression que ce qui a été très important, mais ça date de loin, c'est l'implantation de la transmission
par les adultes de la peur de se tromper. Alors, dans la mesure où on a peur de se tromper, euh, ça entretient la paresse, c'est-à-dire, comme j'ai peur de me tromper, je ne vais pas voir. Et je ne vais pas voir entretient la paresse. Et donc, comme je deviens paresseux, je ne vais pas vérifier non plus. Mais ce qui est premier, je pense, c'est la peur de se tromper, et ça vient depuis longtemps. J'ai retrouvé des traces de la peur de se tromper au Moyen Âge, où l'erreur a été transformée en faute, en quelque chose de mal. Donc, chaque fois qu'on se trompe, donc chaque fois qu'on apprend, on va tâtonner et on fait des erreurs. Donc, en même temps, on va avoir peur de faire des fautes. Et la peur de faire des fautes entraîne la peur d'apprendre. Alors, la paresse cognitive, pour essayer de... Ce qui est propre à notre époque, c'est le zapping. C'est-à-dire, dès que ça devient un peu difficile, il faudrait basculer en SM2, mais il n'y a pas d'entraînement pour aller en SM2. Et si on reste en SM1, bon, quand ça devient un peu difficile, on zappe. De manière différente, mais on zappe. Et déjà, il y a 20 ans, j'avais un journaliste de France 3 je lui demandais, mais pourquoi vous ne laissez pas le temps aux gens de développer leur pensée? Tout de suite, on passe à autre chose. Il m'a dit, parce que c'est une règle en journalisme maintenant, pas de plan fixe supérieur à 45 secondes, parce que les gens, ils changent de chaîne. Donc ça, effectivement, c'est un entraînement à la paresse cognitive. Je ne sais pas si j'ai répondu assez. On pourrait y passer du temps. Oui, oui. En tout cas, on voit qu'il y a des forces qui jouent, qui travaillent à ça, oui, très fort, quoi. Françoise nous donne une référence que je ne sais pas si vous connaissez, un site canadien qui s'appelle 20 secondes avant d'y croire. Je ne connaissais pas, moi, mais Non, bon. c'est pas mal. Ouais. Je note quelque part. Elle parle de s'exercer à mettre en suspens sa pensée avant de répondre ou partager des informations. Et je dirais la même chose pour les émotions, c'est-à-dire quand il y a une émotion forte qui vient, plutôt que de la bloquer et de s'opposer à elle, laissons-nous traverser par elle. Accompagnons-la et sans trop la rationaliser. Parce que si je suis la nuit dans ma maison tout seul et que j'entends du bruit et en même temps il y a pas d'électricité, par mes pensées, je peux engendrer des émotions très très fortes. Si je me dis, oh, c'est peut-être quelqu'un qui rentrait chez moi, j'entends des craquements, ou là, ils sont plusieurs. Et si tout ce que je vais me dire, c'est peut-être une entité malveillante, un extraterrestre, pire encore, un cas contact, euh, je fais monter en moi les émotions, quoi. Ouais. Inversement, je peux me dire, ah là, tiens, j'ai peur. Ah, de quoi s'agit-il? Ok, j'ai une grosse peur là. Bon, je laisse passer. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, le vent s'est levé. C'est peut-être les volets qui craquent. Oui, je suis passé dans la pensée non dogmatique. Et hop, ma peur va redescendre. Donc, selon ce que je me dis, si je reviens au Covid, par exemple, je peux me dire, oh là là, tous ces morts, on a les hôpitaux, etc. Et puis, je peux regarder les chiffres en disant que en 2020, les nombres de morts du Covid sont inférieurs au nombre de morts par le tabac. Voilà. Donc, ça permet de relativiser ma peur. Mhm. Je ne sais pas si cet argument a un impact, mais ça peut permettre Et c'est un petit peu le même cheminement, je dirais, pour sortir des trans hypnotiques aussi. C'est-à-dire, c'est la pensée qui nous aide à, à prendre du recul et donc de diminuer l'émotion, alors que la pensée, au contraire, dans la transhypnotique collective, elle en rajoute, elle en rajoute. Sur CNN, jusqu'à l'élection de Joe Biden, il y avait le décompte des morts en Covid qui était si je me rappelle bien, une colonne sur la droite, où on voyait à chaque seconde, tac, 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 tous les morts. Pendant le journal télévisé, là, il y avait quelque chose d'anxiogène manifeste. Oui, la peur, ça peut être un bon fonds de commerce aussi. Oui. Il y a des gens qui ont écrit dessus, en tout cas. L'usage de la peur en politique. Ah ouais.
Je ne savais pas. Est-ce que peut-être vous pouvez revenir sur plus en détail sur la distinction que vous faisiez entre complot et esprit critique? C'était intéressant, on avait commencé à aborder ça. Oui. Puisqu'en fait, quand on est en complot, on a l'impression qu'on critique quand même. Alors, On le critique, mais je vous propose les critères de la pensée complotiste. C'est quelques critères, hein. C'est en gros l'impuissance, le sentiment d'être dépossédé de sa citoyenneté et la paresse cognitive. Ça, c'est un des critères de la pensée complotiste. Il y a aussi les moteurs de recherche sur Internet qui flattent la systématique, c'est-à-dire si vous avez une idée, que vous regardez quelque chose, clac, ça vous renvoie à d'autres sites où ça dit la même chose, ou autrement, mais ça parle toujours de la même chose. Il n'y a pas de contre-évidence qui vous montre que oui, comme si l'algorithme de Facebook qui vous renvoie sans arrêt voilà, à ce que vous pensez déjà, enfin qui vous envoie vers des communautés qui favorisent l'échange et en fait, qui oui, font en sorte que vous restiez sur Facebook, hein, c'est ça leur seul oui, but. oui. Hmm. Et donc, il y a un évitement des contre-évidences. Parmi les critères, l'erreur fait horreur. Et donc, on ne va pas vous montrer que vous vous trompez, au contraire. Et puis, il y a une culture de la toute-puissance aussi. On est seul ou très peu nombreux à détenir la vérité, naturellement sur un fond de paranoïa, ça le complot, hein. Et on n'identifie pas, on est opaque à soi-même, c'est-à-dire on n'a pas identifié que notre SMMP et le sentiment de toute puissance est activé, est devenu le système de motivation dominant. Donc si je prends les critères de la pensée critique, on va voir le postulat de cohérence, ça j'en ai pas parlé aujourd'hui, c'est l'idée que tout le monde a des bonnes raisons de penser ce qu'il pense. Des bonnes raisons, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Ça fait fond sur l'explicitation, c'est-à-dire on va avoir des détails, des définitions, des références, il y a une prise de recul aussi, des recherches de contre-évidence. Et l'erreur est assimilée à une information intéressante. Et on a identifié le système de motivation dominant. Dans ce cas, on peut savoir qu'on est en SM2. Et c'est mon premier critère, moi, si je suis pris par quelque chose de complotiste, c'est ça active le SM2 ou ça active le SM1P. À partir de là, quand ça active le SM2, ma curiosité est éveillée, donc je cherche à en savoir plus. Ça m'envoie d'un article à un autre. Généralement, je me retrouve avec une quinzaine d'articles scientifiques à lire et j'ai avancé. Et j'ai remis en question ce que je pensais avant. Quand je suis dans la SM1P, ça tourne en rond et voilà, il y a des gens qui nous veulent du mal, etc. Et très bien. Je ne dis pas qu'il faut croire que tout le monde est bienveillant et dans un monde bisounours, mais attention à la toute-puissance qu'on peut avoir lorsqu'on est dans la pensée complotiste. Merci. Alors, Elisabeth pose une question très intéressante. En revenant à la phase de déstabilisation que vous décriviez comme Oui. nécessaire, hein, nécessaire à tout apprentissage, elle demande très concrètement, qu'est-ce qu'un enseignant peut dire en quelques mots à un élève qui est face à un exercice où il a peur d'apprendre? Eh bien, s'il a peur d'apprendre, c'est qu'il a une bonne raison d'avoir peur. C'est toujours le postulat de cohérence, c'est-à-dire on a des bonnes raisons de ressentir ce qu'on ressent, de penser ce qu'on pense, de dire ce qu'on dit et de faire ce qu'on fait. En même temps, ce postulat de cohérence, ça permet d'accepter la personne. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter tous les comportements, puisqu'on vit en société, il y a des comportements acceptables et des comportements pas acceptables. Donc les interdits, les lois, les limites, tout cela fait partie de ce dont on a besoin pour grandir. Mais en revanche, on a besoin d'être sentir accepté. Donc quand elle va utiliser le postulat de cohérence en disant tu as des bonnes raisons d'avoir peur de faire cet exercice ou ce que je te propose, l'élève va se sentir accepté. Du coup, ça va restaurer ou activer sa motivation de sécurisation. Du coup, il sera moins en motivation de sécurisation parasitée, il sera moins en motivation d'addiction. Et ça sera possible de commencer l'apprentissage. Oui, parce que finalement, les élèves qui refusent tout sont victimes d'une espèce d'impuissance apprise. Ils sont bloqués en SM1P, quoi. Ils sont en Oui. boucle. Alors, j'avais une dernière diapo, là, mais il me semble qu'on y va logiquement.
Je propose de la mettre. Oui, oui, très bien. Quelle parade pour résister aux emprises au nom de la laïcité? Alors, il y a des intellectuels français que je n'aimerais pas qui disent qu'il faut, au nom de la laïcité, opposer des vérités dites scientifiques, donc dogmatisées, à des vérités qui ont une autre origine. Mais le risque, là, c'est de la guerre interdogmatique. Donc, c'est pour ça que je dis attention de ne pas opposer des résultats scientifiques à des croyances, c'est-à-dire à des gens qui le vivent comme des vérités. Donc, je pense au prof de SVT par rapport à la théorie de l'évolution. Il faut présenter la théorie de l'évolution comme une théorie et non pas comme une vérité, de façon qu'il n'y ait pas de concurrence entre des vérités révélées d'origine divine ou autre, ou religieuse en tout cas, contre des vérités scientifiques. Puisque là, le risque qu'on va avoir, c'est des guerres interdogmatiques. Et dans les guerres interdogmatiques, c'est le plus fort socialement qui triomphe. Ce n'est pas la vérité, on pourrait dire, la réalité scientifique en tout cas. Et donc, quelle méthodologie proposer pour contrebalancer les fake news? Et là, il faut faire attention que la méthodologie n'amène pas finalement comme effet de douter de tout. C'est pour ça que j'avais une diapo. Qui faut-il croire? Le Dauphiné libéré ou le monde? Donc la méthodologie que je propose, c'est c'est d'éduquer l'incertitude en développant la pensée non dogmatique, qui fait qu'on peut rester à l'aise avec des je sais pas, des je sais pas pour le moment, avec des questions. Et il me semble aussi très important que l'école puisse s'emparer du sens de la vie, non pas pour dire voilà quel sens de la vie il faudrait avoir, donc de dogmatiser encore quelque chose, mais de permettre à l'élève de se sentir validé, d'avoir son expérience subjective validée. L'expérience subjective, ce n'est pas valider les croyances de l'élève, c'est valider ce qu'il ressent, sans le dogmatiser, sans l'ignorer, sans le rejeter, pour que l'école puisse contribuer à la construction donc, du sens donné à la vie, sans en imposer un. Et sachant que si on ne fait pas ça, si l'école ne fait pas ça, alors cette construction du sens de la vie, je citais cette mère de famille qui parlait de sa fille, elle risque de construire un sens hors de l'école, c'est-à-dire dans les rencontres hasardeuses, sur Internet, dans la rue, dans les prisons. D'où la proposition faite ici d'éduquer à l'incertitude et la proposition aussi d'évaluer sur une période un peu longue ce que ça fait lorsqu'on introduit la pensée non dogmatique à l'école, sur 2 ans par exemple, en lien avec la laïcité, c'est-à-dire en lien avec la résistance aux emprises. Voilà, j'ai un peu débordé la question. Mais... Non, non, c'est très intéressant. Nous, on a un ministre, nous, qui a démarré son année en disant on est prêt, on contrôle, tout est prêt. Voilà. Et à côté, pas loin, hein, on a une ministre belge, elle, qui a démarré l'année en disant elle avait l'air d'être à l'aise avec le je ne sais pas et de dire l'année va être difficile, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Donc on a l'impression d'un côté de quelqu'un qui, enfin, voilà, de papa qui dit que de comment quelqu'un ça va se passer. qui est Ouais, cohérent avec l'ancien paradigme éducatif voilà. et Mais quelqu'un qui est en prise avec le nouveau paradigme éducatif. voilà, mais alors qu'est-ce qui s'est passé en Belgique alors pour que c'est Non, culturel. je Vous crois que allez me c'est donner la solution en 3 minutes là? je pense que ce qui serait aidant maintenant, enfin c'est ce que je dis là, quand je suis encore en formation, je pense que ce qui est vraiment aidant, c'est de distinguer les 2 paradigmes éducatifs, c'est-à-dire l'ancien paradigme éducatif qui est fait, si on résume très rapidement, enseigner la même chose à des élèves qui sont considérés comme tous identiques, et puis contrôler très souvent si ce qu'on a enseigné, l'élève est capable de le restituer
toujours au même moment pour tous les élèves. Et ça allait à un moment donné, quand l'objectif de l'école, c'était d'acquérir quelques connaissances de base pour être autonome. Et puis, quand on n'arrivait plus à suivre de l'école, et alors on quittait l'école, quand les notes passaient sous la moyenne, on quittait l'école, et en général, on trouvait un boulot. Ce monde-là a disparu, c'est-à-dire quand on quitte l'école sans une bonne formation, c'est déjà difficile de trouver du boulot avec une bonne formation, mais sans bonne formation, on ne trouve rien du tout, quoi. Et en plus, on a une estime de soi qui est très basse, quoi, puisqu'on est celui qui a échoué à l'école. Alors, l'ancien paradigme, il allait encore pour sélectionner une élite. Et on reproche, et on le voit dans les évaluations PISA, l'école française n'arrive pas à se sortir de cette discrimination qui fait que du moment qu'on a encore une élite, ça ne va pas si mal. Et le nouveau paradigme éducatif, c'est celui qui vient des pédagogies nouvelles, qui maintenant ont 80 ans, voire 100 ans. C'est l'école nouvelle qui nous a transmis ça et qui vise à voir dans chaque élève un sujet en devenir, quelqu'un d'unique qui va grandir, qui a toute la vie pour grandir. Et la mission première de l'école, on le voit bien dans le décret de mars 2015, dans le socle commun, c'est de former un citoyen, un futur adulte responsable, libre, capable de s'autoréguler, capable de faire des choix responsables, capable de, de vivre avec les autres en évitant la violence. Ce n'est pas le conflit qu'il faut éviter, c'est que le conflit dégénère en violence. Donc, ce futur citoyen adulte libre, c'est la première mission de l'école. C'est plus de sélectionner une élite. Là, on a toujours des concours qui permettent de sélectionner une élite. Mais vous voyez, ce qui est embêtant, c'est de mélanger les deux paradigmes éducatifs. Donc, par exemple, dans le nouvel paradigme éducatif, on va prendre soin de ne pas faire des contrôles quand l'élève est en déstabilisation cognitive affective. C'est-à-dire, on ne va pas faire des contrôles en plein dans l'apprentissage, parce que là, l'élève ne peut faire que des erreurs. Donc, s'il fait des erreurs, sa note va baisser et il va être éliminé personnellement. Voilà, je ne peux pas en dire plus puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps ce matin. Non, mais merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, je propose. On va donc essayer de travailler, de continuer à travailler à ce changement de paradigme. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on reçoit Catherine Navbekti, qui est la secrétaire générale du SGEN-CFDT, qui viendra nous parler de l'égalité homme-femme, pour savoir si c'est une réalité dans l'éducation nationale. Et j'ai envie de dire, la réponse est dans la question. Voilà. Voilà, encore merci. Merci à Anne-Gaëlle et Malvina pour la technique. Et puis, à bientôt. Voilà. Merci pour cette occasion et j'espère qu'il y aura des retours et puis de nouvelles questions, des critiques, puisque vous avez bien compris qu'on avance par les critiques. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup. Et je précise aussi qu'on vous demandera peut-être juste quelques liens ou ressources et qu'on mettra sur notre site dans une petite partie après le webinaire qui s'intitule Pour aller plus loin. Voilà. D'accord. On mettra ça sur le site. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir.